Bonsoir mesdames et messieurs. Eh bien vous le savez maintenant, la course a perdu un candidat, Jacques Blondin, suite au vol de son passeport et de ses chèques de voyage à Tananarive dans l'île de Madagascar et en raison aussi de sa très grande difficulté à respecter l'échéancier de production. Le directeur de la course, Claude Morin, en accord avec Jean-Louis Boudou, le réalisateur, lui a demandé de rentrer à Montréal. Nous en reparlerons de façon plus détaillée tantôt et Jacques fera lui-même le point à sa façon dans un court vidéo. Je pense que son retour met plus que jamais en évidence le fait que la course est exigeante. Il n'y a rien de facile, ce n'est pas un sprint mais bien une course de fond. Ils sont 7 à poursuivre le périple et à ce stade-ci, ils sont tous extrêmement fatigués, la pression est très forte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être une émission de télévision, la course c'est une foule d'éléments qui, une fois réunis, constituent un véritable miracle. Cela dit, comme juge avec moi autour de la table aujourd'hui, eh bien, Micheline Loncteau et Daniel Panton. Bonjour mesdames. Bonjour. Et comme juge invité de la grande visite, vous les connaissez bien, ils ont fait la course Europe-Asie, alors j'ai nommé Sébastien Bage, Bruno Bouliane, Sabrina Beriguis, Karina Goma, Stéphane Thibault, Denis Villeneuve et Patrick Masbourian. Eh bien, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, Brigitte Nadeau ne peut être avec nous aujourd'hui. Nous la saluons. Et on commence tout de suite cette émission avec les premières images de Sophie Lambert. En arrivant en Australie, je pensais voir des koalas dans les arbres. Finalement, c'est des vampires. Après 26 heures d'avion et d'attente dans les aéroports, Sophie s'est rendue de Tokyo au Japon à Brisbane, dans le nord-est de l'Australie. Brisbane, c'est la capitale de l'État du Queensland, un port très actif et une porte d'entrée pour aller à la découverte de la grande barrière de corail qui borde cette côte sur plus de 2000 km. Elle voulait tourner dans ce coin-là, mais il y avait trop de touristes, ça coûtait extrêmement cher. Alors, comme vous allez voir, elle a changé d'idée. C'est une histoire de course comme il en arrive à toutes les semaines. Lorsque ton preneur de son tombe malade, lorsque ta recherchiste part en vacances et lorsque ton caméraman a le bras dans le plâtre. C'est une histoire de course qui veut que ton merveilleux sujet, qui était de tourner des coraux sous l'eau, tombe à l'eau. C'est le cas de le dire. Parce que les spécialistes disent qu'il n'y a pas de maison protectrice pour ton type de caméra. C'est une semaine où, me retrouvant en bredouille, je suis allée noyer ma peine dans la piscine municipale. Et en faisant mes longueurs, me rendant jusqu'au fond du bassin, j'ai découvert une pièce. Et j'ai aussi découvert un bijou. C'était une petite galerie où quelques œuvres d'art contemporain étaient présentées. J'en ai vite fait le tour parcourant les objets exposés. Et puis, j'ai vu les symboles employés. J'ai vu les visages représentés et ça m'a étrangement fait penser à l'art amérindien qu'on retrouvait chez nous. Et c'est devant cette grande toile intitulée « Le Premier ministre avec le singe sur l'épaule » que j'ai compris que le singe était la cause aborigène et que toutes les œuvres, sous des effets de représentation moderne, étaient un cri, une réflexion sur le plus vieux peuple de la planète. Je me suis vite rhabillée et j'ai tenu à voir le créateur. Non, j'avoue, je ne connaissais pas les aborigènes et non, j'avoue, je ne connaissais pas l'artiste. Mais je suis quand même rentrée chez lui. Like they use the X-ray technique a lot, right? Yeah. Okay. And but that's how they saw the inside. Well, they were. It was part of the food chain. They understand the anatomy of an animal, and it's all explained in the paintings. Just the internal part is as important as the outside, I suppose. And what about like Fred Astaire? Do you like him? No, Hector did. My uncle. Okay. That was his idol. Oh, okay. When he was young, he was a tap dancer. My mother was 84 when she died, and she loved Jackie Onassis. She loved her, and she loved the Queen and the Queen Mother. And I don't know why. There's no black heroes. There are never any black heroes. They're all... What do you look at when you're looking at it like this? Read them. You read them. You can tell when you're getting towards the end of the thing. When you read them, they settle down. Are you getting towards the end? Oh, no.
You just know somehow. I don't know, when you're towards the end of it, you know. Intuition, Yeah. They're finished when they're finished, I suppose. That's You know. how I do my films also. I guess that's the artistic process. Yeah. But as you do more, you reach that stage quicker. Simply because of you know what you're doing. Get the impression like you have to, you've got a responsibility. Most certainly. Yeah. Most certainly. Like there are 4. There are 4 people who can speak my language left on the planet. And I suppose prior to colonisation, prior to settlement, there must have been 4,000 or 5,000 people in our tribe. Really? Yeah. So, like, what are you going to do? We've got our time cut out for us. We've got a lot of work to do. So do you think I asked too many questions? No, I needed somebody to talk to today anyway. Oh, that's nice. Because actually I do have to ask questions to understand the world. Precisely. I think if we stop asking questions, the world's in big trouble. The coffee's good. Alors sur ce premier film de Sophie Lambert, Daniel, on t'écoute. Oui, une première petite observation. Moi, j'ai bien aimé qu'en tout cas, Sophie nous montre un aborigène, un artiste qui n'était pas nécessairement écrasé sous la botte de la civilisation blanche. Là, ça fait du bien de voir autre chose de l'Australie. Maintenant, moi, les artistes m'intéressent, me touchent, et j'avais l'impression que Sophie ne me laissait pas entrer dans l'univers de cet artiste-là, malheureusement. Je trouvais que ses toiles étaient fortes et que le film est moins fort que l'étoile et que l'homme qu'elle essaie de nous présenter. Et combien, Daniel? Je lui donne 14. 14. Sabrina, on t'écoute. Oui, ben moi j'ai pas envie de lui dire ce qu'elle aurait dû faire ou pas. Je sais pas, j'ai pas été touchée vraiment par ce film-là, mais ce qui commence à me déranger énormément dans la course, c'est que particulièrement chez Sophie et chez d'autres concurrents, on voit les concurrents dans leurs films, et je trouve que ça c'est du niveau de la présentation, puis ça prend énormément de place. Patrick? Oui, ben c'est un peu la même chose que Daniel. En fait, moi non plus, je me suis pas chanti chez cet artiste, et puis j'aurais aimé ça y être. Et en fait, je crois que c'est une très belle intention de vouloir installer une complicité puis une intimité entre elle et lui, mais c'est pas en nous montrant ses sandales qu'elle va y réussir, à mon avis. D'accord. La moyenne des anciens est de 14, je le rajoute. Micheline? Ben, c'est la première fois, ou une des premières fois, que Sophie ne commente pas mur à mur ses images. Pourtant, elle n'a jamais été si présente dans un film. Moi, je trouve qu'elle commence à prendre trop de place dans ses films, mais j'aurais beaucoup aimé voir cet artiste-là, voir son travail, voir sa peinture, le voir mis en relation avec l'Australie. Combien? 14. 14 aussi, donc moyenne de 42 pour Sophie Lambert et par un après-midi d'été. À tout de suite. L'île Maurice, Gérald s'est rendu au Kenya, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, 24 millions d'habitants. Il est à Nairobi, la capitale, centre administratif et industriel. Au début, il ne savait pas trop quoi faire. Il est allé à l'extérieur de la ville tourner quelques images, mais sans plus. Et c'est là qu'il a eu l'idée de nous préparer un document selon sa vision des choses, nous a-t-il dit. En ce moment, Gérald est probablement le candidat qui est le plus en forme. Les gens viennent des 4 coins du monde pour voir les sites archéologiques au Kenya. Ils découvrent des endroits que d'autres ont découverts, puis finalement, ils se rendent compte que pour voir des vestiges de l'humanité, des squelettes, puis des crânes, c'est au musée qu'il faut aller. Si la race humaine est toujours vivante, sa santé est néanmoins bien fragile. Et au musée, tout le monde en parle. Durant le temps des fêtes, l'endroit est d'une rare tranquillité. C'est donc l'occasion rêvée pour tendre un peu l'oreille et tenter de comprendre ce que ces pensionnaires se disent entre eux. Je les ai bien observés, puis je les ai entendus en train de placoter. La doyenne, Lucie, 2 millions d'années, donne un cours de géographie politique. Le prophète, le principal intéressé, fait partie de la majorité silencieuse. Avec un peu de concentration, j'arrive même à comprendre le sujet du jour. Le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, chacun revendique être le berceau de l'humanité. Les primates, eux, y vivent toujours sans frontières. Ils hantent les lieux. Le swahili, l'anglais, le kikuyu, le luo, les langues du pays sont devenues bien complexes pour le rexus qui balbutie à peine. Ces pauvres fantômes ont carrément perdu de vue leurs petits-enfants, aujourd'hui dispersés sur tout ce qui est habitable. Mais quelques vivants, qui ont toujours en eux le mal du pays, reviennent sur place après quelques millions d'années, visiter les lieux en une vitesse fracassante. Et les fantômes ont peur. Peut-être parce que je n'ai pas peur d'eux, peut-être parce que je crois en l'apocalypse,
Peut-être parce que je leur ai dit qu'un jour, je crois que l'humanité tout entière disparaîtra et qu'eux aussi disparaîtront. Méchant, va. Ouais, ben faut bien que quelqu'un les prévienne. Soudain, tout ce beau monde me semble bien anxieux. Le Keniapithèque éprouve la difficulté à mastiquer sa salade. L'Australopithèque souffre d'étourdissement et a de la difficulté à marcher. Puis l'Homo habilis mange sa viande sans la peau. J'en ai peut-être trop dit. Lucie m'assure que non. Et puis le prophète enchaîne aussitôt. Il mentionne que la Terre n'est plus la même et que l'être humain l'a transformée. Que son intelligence serait due en partie grâce à sa main. Ouais, et cette main, qui en créant l'outil, a amorcé le développement de sa conscience. Alors que les autres animaux se sont installés dans des zones géographiques et climatiques bien précises, l'homme vivant est partout. Rien ne lui résiste. Les êtres et les choses subissent sa loi, qui est plus souvent qu'autrement une loi de destruction. Il est devenu redoutable. C'est le seul produit de l'évolution capable de maîtriser l'évolution. Il favorise les espèces animales qui l'intéressent, élimine les autres, il agit sur leur hérédité, il améliore certaines races de plantes ou d'animaux qui ensuite ne peuvent plus se passer de lui. Un jour peut-être, il fabriquera sur commande ou sur mesure d'autres êtres humains. Il multipliera un génie à 10 000 exemplaires ou favorisera tel ou tel caractère au détriment d'un autre. Le prophète ajoute que le jour où l'être humain saura utiliser entièrement la puissance des manipulations génétiques, il disposera des moyens pour assurer sa perte. Et les fantômes ont peur, car ils savent que ce jour-là marquera le début d'une autre histoire où ils ne pourront plus impressionner personne, car la Terre sera libre pour qu'une autre espèce se développe et prenne leur place, notre place aussi. Mais tout ça, ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Bon, alors la note moyenne des anciens est de 14, on les écoute. Karina, tout d'abord. Oui, bon, alors moi, ce film-là, ça m'a plu. J'ai eu du plaisir à le regarder. C'est pas un grand film, puis ça prétend rien. Le message passe. Le masque à la fin, c'est très rigolo. J'ai bien aimé ça. Bruno, t'as été sévère, toi. 11. Ben oui, mais j'ai l'impression que Gérald a été enfermé dans le musée toute la fin de semaine. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il veut être drôle, est-ce qu'il veut être sérieux, est-ce qu'il veut faire un film de course, il veut faire un film de cégep? C'est des gags visuels, sonores, faciles, je sais pas. Bon, Micheline, on t'écoute. Ben, moi, j'ai trouvé ça. Je trouve que Gérald a une bonne humeur qui est bien contagieuse. Considérant que c'est le dernier dans la course, je trouve qu'il est très, il se laisse pas abattre par rien. Je trouve que son sujet est évidemment très ambitieux, le berceau de l'humanité, etc. Et son commentaire est un peu naïf. Sa méditation est un peu naïve, mais finalement, je trouve qu'il est très habile techniquement. Le leitmotiv des fantômes, c'est cette espèce d'image fantôme qui apparaissent à travers tout. Combien, Micheline? Moi, j'ai donné 15. 15 et Daniel, on t'écoute. Oui, bien, pour compléter, je dirais aussi que Gilbert il a fait une tentative assez réussie de dramatisation de son sujet, en disant des personnages, le philosophe, la vieille Lucie, etc. Et ça, je trouve que c'est un petit peu nouveau chez lui et c'est assez réussi dans le film. Alors, je trouve qu'il m'a surpris. Puis il y a un humour, effectivement, il y a une bonne humeur qui me plaise bien. Moi, j'ai donné 15. 15, donc total 44 pour Les Fantômes ont peur de Gérald Gilbert. Cette semaine, on vous envoie un film en noir et blanc. Jennifer a quitté Paris pour le Cameroun sans visa, mais tout s'est très bien passé finalement à son arrivée, puisqu'avec l'aide d'Isabelle Roy, qui travaille à l'ambassade du Canada à Yaoundé, la capitale, les formalités ont été beaucoup plus simples. Le tournage, lui, un peu plus difficile. Elle devait se taper 4 heures de route tous les jours pour se rendre sur place. Salut Jennifer. Non, voilà une fête. En noir et blanc, c'est évident. Mais en couleur, vous allez voir, c'est encore plus frappant. Comme je suis blanche tout à coup. Ici, chacun de mes gestes est empreint d'une blancheur indélébile. Comment me rapprocher de ces sculptures aquatiques, si noires, si étrangères?
Un sourire. Un sourire maladroit ne sert à rien. Alors je décide de m'asseoir. Pour mieux les regarder glisser, le soleil à fleur de peau, sur une rivière qu'ils connaissent par cœur. J'écoute leur silence. J'écoute leur voix. Et je regarde leur peau. Lisse comme le bronze, qui s'immerge sans cesse pour quelques sauts de sable, pour quelques sauts minables. Comme si chaque image venait confirmer ce que j'avais imaginé. Laissez-nous dans notre souffrance, crie Horizon du fond de sa pirogue. Dois-je être fier d'apprendre que plus bas sur la rivière, un blanc aspire 12 mètres cubes de sable à la minute avec son aspirateur mécanique? J'espérais trouver autre chose, une cohabitation plus sereine. Et tout ce que j'ai vu n'a fait que confirmer mes anticipations. Chaque image est venue illustrer un souvenir qu'étrangement je portais déjà en moi. Comme si ce petit univers n'appartenait pas à la réalité. Comme si je ne pouvais pas accepter que ce soit ça leur vie. Encore et toujours ça. Pour quelques instants, la rivière est un musée. Les sculptures s'animent. Elles déambulent silencieusement à la vue des curieux. L'exposition a pour titre « Scène de la vie quotidienne ». Personne n'est surpris. Tout le monde voit ce qu'il voulait voir. Et puis le soleil se couche. Le musée ferme et tout le monde s'en va. Et les statues rentrent au port. Et moi, je rentre chez moi, en ayant montré quoi? Que l'Afrique ne change pas, que les Noirs sont toujours noirs, ou que les Blancs sont vraiment blancs. Alors Micheline, allons-y. Bien, moi je trouve que de tous les candidats, c'est celle qui est la plus cinématographique dans sa façon de raconter quelque chose. Je trouve que son choix de sujet est remarquable. Quelle plus belle métaphore de l'Afrique qu'une rivière qui s'enlise dans le sable. Ça, elle nous le dit jamais. Ce sont les images qui nous montrent ça, qui nous montrent le travail de désabler la rivière. J'ai une réserve, c'est son commentaire, que je trouve un petit peu lourd, un petit peu chagrin, puis à la limite un peu énigmatique. Mais c'est peut-être ce qu'elle a ressenti, là. Oui, c'est ce qu'elle a ressenti, mais ces images sont tellement glorieuses, son sujet est tellement pertinent que j'ai trouvé que le commentaire alourdissait un petit peu. Combien, Micheline? 17. 17. Daniel? Ah ben, contrairement à toi, Micheline, moi, le commentaire me remplissait autant que les images. J'ai trouvé que c'était un film superbe au niveau de la composition entre les images. C'est une peintre, cette fille-là, par moments. Et aussi la sensualité sur les peaux, sur les muscles. Bon, puis en même temps, oui, c'est beau, rare, hein? Bon, disons-le. Il a les abdominaux développés. Et puis, je veux dire, je trouve que Jennifer, elle a une sensibilité et elle a une honnêteté de regard aussi. Ouais. De cette femme très blanche et qui se sent très blanche. Et jusqu'à la fin, il y a ça. Combien, Daniel? 19. 19, allons-y. Qui Denis? Oui, ben moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, non, mais la puissance d'évocation des images, évidemment, c'est très bon. C'est très simple, c'est sensible, c'est naïf, mais très intelligent. Puis c'est ça, j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai adoré ça. Bruno? C'est un très beau film. Ben, j'irai sur la même corde. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'ils font, mais à la limite, on s'en fout parce qu'on les oublie, puis on les oubliera probablement pour les 20 prochaines années. Alors, vous avez donné comme moyenne 16, qui fait donc un total de 52 pour Jennifer et Sueur africaine. Dans un instant, Louis Perpignan est au Chili. Un film à Santiago, un film post-dictature. Pour une deuxième semaine, Louis est à Santiago au Chili et ça n'a pas été facile de tourner parce que tout le monde est en vacances. Mais je dois vous dire que la majorité des documents qu'on vous présente aujourd'hui a été tourné durant la période des fêtes. Alors depuis qu'il est au Chili, Louis a l'impression de sentir un certain mal de vivre
empêtré un problème avec la mémoire collective et c'est ce qui l'a inspiré pour son sujet. On se demande comment font les Chiliens pour revenir à une démocratie. Au Chili, les militaires n'ont pas hésité à violer la conscience d'un peuple. À Santiago, j'ai pu voir la lutte que doivent mener les Chiliens pour revenir à une certaine normalité. Exilé depuis 15 ans, je suis arrivé dans mon pays en souhaitant de remplir mon grand trou de mémoire. Dans mon pays d'accueil, où j'ai réussi à établir ma famille et à vivre une vie de Nord-Américain, je sentais en moi un trou béant. Je ne pouvais plus l'endurer pour encore longtemps. De cet abîme, il y avait les voix de ma mère, de mon père et d'un amour premier qui m'appelait. À tous les jours, je sentais ce trou devenir un peu plus grand. Je devais réagir avant que moi aussi, je tombe dedans. Dans un quartier que je connaissais très bien, je me suis trouvé une chambre pour me loger. J'étais heureux de constater qu'en ce lieu, rien n'avait changé. C'était comme si ce petit coin de ville avait, comme moi, évité la dictature. Dans le petit parc, il y avait toujours cette statue française. Je me souviens très bien qu'auprès de cette statue, j'avais aimé une femme. À cette époque, je savais qu'on pouvait faire quoi que ce soit. On pouvait toujours lutter et espérer pour certains changements. Mais plus tard, ce n'était plus possible. Nous étions impuissants face à ce gouvernement devenu fou. Face à l'oppression, nous étions sans pouvoir, sans liberté et sans la possibilité de s'exprimer. Par la terreur, les militaires ont réussi à violer notre conscience collective. Craignant d'être enlevés soudainement la nuit, chacun agissait pour soi dans un silence complet, pour n'éveiller aucun soupçon, pour survivre. Sans dire un mot, j'ai quitté le pays. 2 ans après Pinochet, 2 ans après 17 années de dictature, il y a toujours ces femmes cherchant une justice pour leurs enfants disparus. Même aujourd'hui, sous la démocratie, ces femmes sont incapables d'obtenir une réponse à leurs questions ou de mettre une fin à leurs craintes. Le gouvernement Pinochet a passé une loi d'amnistie rendant les tribunaux chiliens tout à fait impuissants. Grâce à cette loi, les responsables de ces années de terreur sont intouchables. Leurs crimes ont été ainsi pardonnés. En effet, la démocratie chilienne n'est qu'une façade. Elle est dépourvue de toute loi lui donnant de véritables pouvoirs. Pinochet a réussi à garder son corps militaire intact. Son influence est encore sentie à plusieurs niveaux du gouvernement. Son influence est telle qu'il a presque réussi à faire oublier le peuple chilien de la grande injustice commise pendant son régime. O sea que es muy compleja nuestra situación. O sea, en nosotros hay mucha rabia contenida, hay mucho dolor. Nosotros decimos, nos cuesta mucho ser gente normal. En marchant dans les rues de Santiago, j'ai vu ces édifices abandonnés, sans âme. Les portes et les fenêtres étaient remplies de mortiers. Personne ne semblait savoir ou vouloir me dire pourquoi ces édifices étaient ainsi condamnés. Tous semblaient ignorer leur existence. J'ai compris alors que Pinochet avait réussi à creuser l'ultime fosse. Si hubiera un Dios o una justicia, si hubiera un porqué o una razón para vivir o morir, si existiese una respuesta a mis preguntas, muéstrate, Pánfilo, en nuestros temores. Muéstrate, oh verdad. Alors, Louis Perpignan-Huard au Chili, Daniel, on t'écoute. Oui, c'est un sujet très grave, évidemment, qui l'attaque, Louis. Mais malheureusement, moi, j'ai ressenti un malaise dans son film. J'ai l'impression qu'il y a comme 2 films dans un. C'est-à-dire, d'une part, cette espèce de portrait d'intellectuel, écrivain qui essaie de retrouver une mémoire collective. Et d'autre part, le côté plus général, c'est-à-dire les rues, les gens, ces mères qui recherchent leurs enfants
tué ou torturé. Bon, et j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de colonne vertébrale réelle dans son film. C'est le commentaire général que je ferai. Bon, d'accord, combien? 13. 13. Micheline, tu es d'accord? Eh bien, le chat qui baille, c'est moi. J'ai trouvé que Louis commettait une très sérieuse erreur de point de vue en se confondant avec l'écrivain qui écrit. On ne sait pas si c'est lui qui parle ou si c'est l'écrivain qui écrit un texte. Bon, on présume que c'est un texte que l'écrivain écrit pour nous mettre au courant de sa situation, mais ce n'est pas du tout évident. Et ça prend vraiment, là, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour figurer que c'est ça qui est la situation. Alors, la situation n'est pas claire. Je trouve qu'elle est traitée de façon bien banale. Les photos des disparus, c'est une chose qu'on a vue 50 fois. Alors, ça va pas du tout. Plutôt d'accord avec Daniel, tu donnes combien? Je suis plus sévère. J'ai 11. 11. Un bon point, sa diction s'est améliorée. C'est donc faible, selon toi. Sébastien, c'est à toi de parler. Sébastien, est-ce que vous contre-attaquez? Contre-attaque solidement. Les juges se trompent, malheureusement. C'est un très, très beau film. Je dois dire, d'ailleurs, que c'est un film chanceux, mais un réalisateur chanceux, évidemment, ça n'existe pas. Et moi, je trouve qu'il y a dans ce film-là, particulièrement le chat qui baille et l'oiseau qui passe, toutes ces choses-là, ça a... Bon, Louis était là, il faut que j'aille vite. Et la capture de ces images, qui est très, très poétique, ça leur donne une éloquence de la vraie vie. Voilà. Moi, je trouve ça superbe. Et Stéphane aussi trouve des choses... C'était trop long. C'est aussi long que le film, en fait. Voilà, t'as pas raison. Je suis pas d'accord, c'est un sujet usé, premièrement. Et deuxièmement, il y avait des problèmes, en tout cas, au niveau de la diction. C'est pas tellement usé parce que le type qui revient, il y a pas plus vraiment du film. Alors écoutez, vous avez donné en moyenne 16, Moi, j'ai plus donné généreux que nos juges habituellement, donc ce qui lui fait 40. Mais là, il faut que je lui enlève 3 points, parce que son film est arrivé avec un retard, c'était épouvantable. Il s'en est fallu de peu qu'on ne le présente. Il aurait donc eu 0, mais enfin, tout s'est bien passé. Je vous rappelle que Louis a déjà reçu 3 avertissements, ce qui serait en train de nous faire une rechute. Nous l'avons à l'œil, toujours est-il que ça lui donne 37 pour Trou du Monde, ou Trou de mémoire plutôt, hein, c'est ça, Trou de mémoire, de Louis Perpignan-Hubert. C'est dommage. Les briques en Inde coûtent cher, coûtent très, très cher. Marie-Claude a quitté le Tibet pour l'Inde, un itinéraire infernal, nous dit-elle, qui l'a mené de Lhasa à Chengdu, Canton et Hong Kong en Chine, ensuite à Bangkok en Thaïlande et finalement à Delhi en Inde. Elle a eu une infection aux oreilles, 6 jours d'antibiotiques et des soins d'acupuncture. Aux dernières nouvelles, ça allait beaucoup mieux, mais ça ne l'a pas empêché de produire 2 films en 10 jours au Tibet, en plus de celui d'aujourd'hui, en moins d'une semaine. Croyez-le ou non, toutes les briques qui vont être utilisées pour construire cette maison-là vont être transportées comme ça. Haroun a faim. Ses parents sont trop pauvres pour le nourrir. Il emprunte quelques centaines de roupies à un propriétaire de briqueterie ou de fabrique de tapis. Et en échange, il lui donnera sa vie. Il n'y a pas de prêt bancaire pour les pauvres. Les riches propriétaires prêtent en échange de la promesse que l'emprunteur ou son enfant vienne travailler pour lui. Les salaires sont minimes et pour payer une dot ou un service funéraire, l'emprunt grossit. La dette et ses intérêts qui fluctuent selon la volonté du maître engagent aussi la famille et les descendants à travailler pour leur propriétaire. En Inde, 5 millions d'enfants ont enchaîné leur vie à des maîtres et 5 autres millions ont hérité leur chaîne de leurs parents. Héritage morbide qui lie une famille entière pour toute une vie et celles qui vont suivre. Ressources renouvelables à si bas prix. La famille entière travaille du lever du soleil à tard le soir. La production est calculée par le nombre de briques produites. Tout est contrôlé par les hommes de bras du maître. Tout écart de conduite entraîne la répression par les sentinelles sans scrupules. Yes, but sometimes he does not work. What does he do when he doesn't work? Then he will work in agriculture. Eat banana. Make big bricks. Oh. La journée de travail terminée, une partie de la survie quotidienne est assurée. Reste à trouver le bois pour le feu, cuire quelque chose sur le poêle, manger et dormir sur le plancher nu. Et demain, à l'aube, les travailleurs n'ont rien. C'est difficile de filmer le vide. Ça semble irréaliste, mélodrame facile. Mais c'est pourtant le vide que j'ai vu dans ce qu'ils appellent leur maison, fournie par le maître. Et c'est l'absence que j'ai constatée en les regardant travailler sous la vigilance des gardiens. Ils ne font rien d'autre que de survivre. Ils ne sont pas là,
Ils occupent un espace sans l'habiter. Whenever they borrow some money from the master, they have to lose their childhood, the children. They have to lose their identity, their dignity of being a human being. So they are the nameless, faceless, identityless creatures moving around and working for the master and producing wealth for this largest democracy of the world. In very simple words, we can say that they are treated like animals, and sometimes worse than the animals. Comme ces gens font partie des plus basses castes de la hiérarchie indienne, même la religion les entraîne à ne pas questionner l'ordre établi. S'ils sont ainsi, c'est parce qu'ils ont péché dans leur vie antérieure. Il vaut donc mieux se taire et endurer. Ils ne pensent pas qu'ils ont des droits. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être libres. Ils ne se doutent même pas qu'ils ne le sont pas. Nés esclaves, comment est-ce qu'on apprend la liberté? Depuis un an, les gens de Mukti Ashram ont créé un camp de réhabilitation pour travailleurs libérés. Kaisha travaille pour le seul organisme qui défend les droits de ces travailleurs. Mukti Ashram a réussi à exercer assez de pression pour libérer légalement quelques milliers de travailleurs. Ils apprennent à lire, ils apprennent un métier et surtout la liberté. Je sais que la liberté est un luxe. Mais avant de rencontrer ces gens, je ne me doutais pas que d'être considéré et traité comme une personne humaine est aussi un luxe. Le luxe d'être humain, le luxe de l'humanité. J'aurais aimé me sentir étrangère à leurs problèmes, mais j'ai appris que je ne le suis pas. L'industrie du tapis emploie une grande partie des enfants esclaves et 90% des tapis indiens sont exportés à l'étranger. Comment, de toute façon, se dire étranger au crime contre l'humanité si on a le culot de s'en réclamer, pendant que tous les Harouns du monde passent leur journée courbée à bêcher la boue et à façonner la fierté et le pouvoir d'un autre? La moyenne des anciens est de 18 pour ce film. Patrick, tout d'abord. Oui, cette fille-là est une manipulatrice en or. Je dirais, elle a un talent sûr. Elle nous amène là où elle veut. Elle a une conclusion, puis on y arrive. Et le pire, c'est que, bon, on gobe tout ça. Il y a des petites passe-passe dans ce film-là. Ça passe comme dans du beurre. C'est extrêmement efficace. C'est extrêmement bien construit. Et en plus de ça, elle appuie ça avec un visuel superbe. Mais elle nous manipule à l'os. Patrick Masbourien est un cuistre. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, et ce que j'apprécie en général dans les films de Marie-Claude, c'est que c'est la seule dont je trouve que dans les films sont personnels. Puis, enfin, je veux dire, il faudrait peut-être redéfinir en fait ce qu'est un film de la course et qu'est-ce que c'est être un film personnel. Elle nous donne ses impressions. On sent très bien que c'est elle qui a fait le film et personne d'autre, mais elle n'est pas tout le temps dans le film, et je trouve ça vraiment important. Ok, d'accord. Donc 18 pour les anciens, Daniel. Oui, j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Elle a, je trouve, Marie-Claude, elle a le talent à la fois de faire passer une information précise et une réflexion ou une émotion qui lui appartiennent, mais avec un mélange très, très, très sobre. Manipuler, je ne sais pas si on est manipulé, en tout cas, je le sais avec plaisir, dans le sens que c'est des choses qu'on sait. Mais ça fait du bien de se les faire redire aussi. Et puis mon tapis de laine chez nous... tu le regardes différemment. Non, Daniel? D'accord, on est d'accord de te faire manipuler par Marie-Claude. Micheline, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle... Continue doucement, les enfants. Oui, j'ai compris. Allons-y, Micheline. Ben, moi, j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est qu'elle devient de plus en plus engagée. Ça, j'aime beaucoup, de voir son parcours personnel à elle... tout au long de la course, où elle devient elle s'indigne de plus en plus, si on veut. Je trouve que cette indignation-là est très bien communiqué. C'est posé, c'est rationnel, c'est bien analysé, c'est très exhaustif comme reportage. Moi, j'ai mis 17. 17, donc 18, 18, 17, 53 comme total pour Être ou ne pas être de Marie-Claude Harvey. Et puis là, on écoute Gérald, Marc et Jennifer qui nous rappellent les prix qu'ils pourraient gagner cette année. Un contrat d'1 an en réalisation à l'ONF. Un stage rémunéré d'1 an à la télévision de Radio-Canada, soit en journalisme, soit en réalisation. 5 000 $ offerts par la Société Radio-Canada et un stage en montage vidéo chez Bellevue Pâté d'une valeur de 5 000 $. Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000 $. Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 $. Prix de l'UNESCO d'une valeur de 3 000 $. Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 $. Prix du public du journal La Presse d'une valeur de 2 000 $. Mon Dieu. C'est important
pas bon, mon premier film. Ça m'a fait des bien, bon. Comment ça va? Ouais. Ah, moi, ça va bien. Alors Jacques est donc revenu, il semblait presque soulagé, en tout cas heureux de retrouver ses proches, mais il faut dire que pour ses parents, comme pour son amie Jasmine, ces 5 mois ont été assez difficiles. Alors on leur a demandé le jour de l'arrivée dans quel état d'esprit ils accueillaient leur Jacques. Bon, je pense que j'ai jamais été énervé même. On dirait que je finis un marathon. Je suis même content qu'il soit revenu parce qu'on faisait en quelque sorte un voyage intérieur, nous autres, c'est la famille, parce que les nouvelles qu'on avait, c'était pas toujours des bonnes nouvelles. Alors on vivait toujours en fonction de la dernière nouvelle qu'on avait reçue. Alors on est content de le revoir. Je suis content de le revoir aujourd'hui. Je suis bien content, je suis fier de lui. C'était pas prévu dans ma tête qu'ils reviennent comme ça. C'était pas prévu. C'est vraiment là. C'est pas le retour à la normale, c'est le retour à autre chose. Je sais pas c'est quoi encore. C'est vraiment là, la confusion, je pense. Alors moi, je me sens, comme Jacques va se sentir, je vais me sentir comme ça. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on le ramasse pas à terre, qu'il s'en sorte bien. Moi, le reste, là, je m'en fous. Je suis très fière de lui. Il m'a emballé, il y a des films qui m'ont émerveillé. Je suis très content de lui. Ça dépend de lui, c'est tout. J'espère qu'il va bien s'en sortir. Depuis 4 ans, c'est la 2e fois qu'un candidat ne termine pas la course. Lors de la course des Amériques, en 88-89, Stéphane Laporte avait mis fin lui-même à son périple autour de la 20e semaine, invoquant des raisons idéologiques. Il était à ce moment-là 4e au classement. Pour Jacques, il s'agit d'une décision qui a été prise suite au vol de son passeport. À Madagascar, il n'y a pas d'ambassade, uniquement un consul honoraire qui était en vacances, donc impossible pour lui de continuer, d'autant plus qu'il avait perdu tous ses visas. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que Jacques avait pris un retard énorme. Il n'aurait eu rien à nous présenter aujourd'hui. Le directeur aurait donc été obligé de lui servir un 4e avertissement, ce qui aurait signifié de toute façon son retour à Montréal. C'est bien évidemment sans gaieté de cœur que Jacques est rentré et nous lui avons demandé, en guise d'au revoir, de nous préparer un petit vidéo qu'il a lui-même appelé l'épilogue. Vous qui me croyez chaste et pure, me laissant regarder à travers le chat de votre serrure. J'ai souvent joué l'endormi pour mieux vous regarder enfiler votre robe de nuit. Je verrai toujours vos pieds danser sur mon bréviaire. Je sentirai toujours en songe votre forme se glisser sur ma chair. J'entendrai à jamais votre chanson bourdonner dans ma tête. Mais de grâce, arrêtez-moi cette foutue musique, parce que ce soir, je rentre seul à la maison. C'est intéressant, sûrement, rendu ici, de recueillir les commentaires des anciens. Je sais pas, Patrick, tu as quelque chose? Je sais pas, c'est très difficile, je trouve, d'en parler. Je sens qu'il y a vraiment un malaise général. Moi, je crois que si c'était pour faire un film aussi beau comme ça, comme épilogue, c'est pas nécessaire d'en faire 3 de plus. Je pense qu'avec le film, Jacques nous montre très bien que la course, c'est pas la télévision, c'est pas les médias, c'est le voyage qu'il a fait. Stéphane? Moi, je suis parfaitement d'accord. Il y a comme 2 courses. Il y a celle qu'on vit, puis il y a celle qu'on voit. Puis si j'aurais un conseil à donner aux futurs candidats ou à ceux qui poursuivent, c'est de ne pas se soucier de ce qui se passe en ce moment en studio. Et de pas lire le livre sur la course. De pas être malade. Merci de ces commentaires. Dans le journal La Presse d'aujourd'hui, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Nous acceptons les facsimilés, mais pas de photocopie. En répondant correctement à la question, vous pourriez gagner chaque semaine un certificat cadeau d'une valeur de 150 $ offert par Ulysse, la librairie du voyage. Vous recevrez en plus un exemplaire du livre La course d'Europe-Asie à destination monde, publié aux éditions Saint-Martin. Et c'est pas tout, puisqu'à la fin de l'année, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus. Et 2 personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France à la découverte de l'Inde du Nord et du fabuleux Kenya. C'est un prix d'une valeur de 16 350 $, une gracieuseté d'Air France et du Club Aventure.
Alors, canne à sucre, c'est la bonne réponse pour la semaine dernière. Félicitations à la personne gagnante. Aujourd'hui, nous vous demandons comment s'appelle la doyenne du musée. Gérald nous en a parlé, il nous a dit qu'elle avait 2 millions d'années. Alors, comment s'appelle la doyenne du musée? Bonne chance. 2 points pour les sueurs africaines de Jennifer Aline. 44 pour Gérald Gilbert et un sujet tourné au Kenya. 42 pour Sophie Lambert et par un après-midi d'été. Puis finalement, 37 points pour Louis Perpignan qui nous offre un sujet tourné à Santiago. Il y a du changement, je vous en prie, M. Villeneuve. Changement au classement général. C'est maintenant Marie-Claude Harvey qui est en première position. Elle est passée de la deuxième à la première. 85,7 de moyenne. Marc Forgette est toujours en deuxième. Sophie Lambert est maintenant troisième. 8 points derrière Marie-Claude. Et en quatrième position, on retrouve Jennifer Aline à 662 points, 78,8 de moyenne. Sofia Borovchik est cinquième, 76,2. Louis Perpignan-Huard est sixième à 674 points, 74,9 de moyenne. Gérald Gilbert, septième, 73,1 de moyenne. Les relâches. Sofia est tout comme Jennifer au Cameroun, mais dans une autre ville. Elle est à Douala. Elle semble en assez bonne forme. Et au téléphone, elle a même demandé des nouvelles du Canadien. Elle doit péter le feu. Heureusement que j'étais là ce matin, parce que le matin où elle a appelé, Jean-Louis ne savait pas du tout quoi lui dire. Quelques jours après ce Noël mémorable chez les Québécois de Miami, je marchais dans la rue et j'ai entendu la voix de Marjo. Curieuse comme je suis, j'ai pas pu résister et je me suis pointé le nez au fond de l'étroite allée. C'est une musique qui fait vraiment, qui pénètre le corps, c'est une musique qui fait penser à son auditeur, celui qui l'écoute, il s'envole, C'est une Québécoise qui lui a offert la cassette lors de son passage à Miami. Et je l'encourage beaucoup et je l'aime bien. Et j'aimerais correspondre surtout avec elle. Et je ne sais pas si l'occasion se présente, j'aimerais être en contact direct avec elle. Je ne sais pas quand elle sera va se produire, mais c'est un de mes souhaits avec cette année qui commence. Bon, ben, je pense que le message est lancé. Eh bien, on peut dire que l'article de Louise Cougineau paru dans la presse en aura fait jaser plus d'un. Je vous rappelle les titres. À mi-chemin, les filles mènent la course et ensuite, une compétition du sentiment exprimé. Ici même, il y a Marie-Claude qui en a fait mention dans sa relâche de Hong Kong. Et cette semaine, c'est au tour de Marc Forgette qui nous a fait parvenir ces 2 pages de commentaires. Mais je lui laisse plutôt la chance de s'exprimer. Vous savez, c'est pas drôle d'être un homme. D'abord, le problème quand on est un homme, c'est qu'on n'a pas de sentiments, on n'a pas d'émotions. Si on en a, on ne sait pas vraiment comment les dire. Je pense que tous les hommes sont des brutes. La course, c'est un monde de femmes. Les hommes, eux autres, pour avoir des problèmes, c'est parce que tout est facile pour les hommes, sont obligés d'aller en Afghanistan, ou en Iran, ou au Cambodge. Même là, ça donne pas nécessairement des bons films. On sait pas pleurer. Non. C'est pas drôle d'être un homme. Pauvre toi. Ouais. Stéphane Thibault est un homme, il a fait la course Europe-Asie, il veut réagir à ce qu'il vient d'entendre. Moi, je voudrais dire que c'est pas drôle d'être un homme, mais c'est encore moins drôle d'être un juge. Sébastien, qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour paraphraser l'autre, je pourrais dire que Marc Forgette, je l'aime d'amour. Moi aussi. Moi, je vais juste dire que l'année dernière, c'était l'inverse parce que c'était le zizi qui était à la mode, fait qu'il faut que ça change, puis c'est normal. Parlant de Zizi, Masbout, tu veux pas rajouter quelque chose? Je vais lui envoyer un échantillon. Peut-être que si Marc montrait ses fesses, ça aiderait. Poilu, Des fesses poilues. Ça fonctionne. Rien d'autre, ça va? Merci. On leur donne combien? Non, je ne sais pas, mais pas beaucoup. Ça va, merci, vous avez été parfait. Vous reviendrez tantôt. Maintenant, si vous avez un petit crayon et un papier, là, pas loin, mettez la main là-dessus.
puisque la semaine dernière, je vous annonçais que la course revient la saison prochaine. Alors, il y a peut-être certains renseignements que vous aimeriez prendre en note. Bon, écoutez, on ne veut pas forcer personne, mais si jamais ça vous intéresse, voici ce que vous devez faire. Alors, premièrement, voici notre adresse, la course Destination Monde, case postale 90-80, succursale A, Montréal-Québec, H3C3P3. Et vous devez absolument écrire sur votre enveloppe « Demande de dossier ». La deuxième condition... Surtout, faites pas ça. Surtout. Vous ne devez pas nous appeler. On peut se le faire 2 fois? D'accord? Non, vous ne pouvez pas revenir. Mais pour être admissible, ça doit vous rappeler certaines choses. Pour être admissible, vous devez être âgé entre 18 et 27 ans, être né entre le 1er juin 1965 et le 1er juin 1974, inclusivement. Vous devez être de nationalité canadienne et d'expression française. Oui, mon bon toutou, ça va. Ne pas être un professionnel de l'audiovisuel ou du journalisme. Par professionnel, on entend une personne qui tire son revenu principal de ce genre de travail. Vous ne devez pas non plus être au service de la Société Radio-Canada ou de l'Office national du film. Par contre, vous devez être libre c'est-à-dire de la mi-mai 92 à la mi-mars 1993. Allez, vous êtes pas reposants, vous autres, hein? De toute façon, je vous redonne tous les détails la semaine prochaine, de même les critères d'admissibilité, l'adresse, etc. Et ce sera pour nous l'occasion de vous présenter une semaine thématique. On parlera d'environnement. Alors que Marc Forgette est en Nouvelle-Zélande, Sofia Borovchik à Niamey, au Niger, Jennifer Aline est au Caire, en Égypte, Sophie Lambert est en plein cœur de l'Australie et Louis Perpignan-Huard est au nord du Chili. La semaine prochaine également, le dimanche 2 février, Sébastien Bage et Brigitte Nadeau seront de 11 à 16 heures à la librairie Ulysse, rue Saint-Denis. Vous serez là pour signer le livre La course de Repasie à Destination Monde. Pierre, je suis en 73, je peux-tu la faire? Permettez-moi d'en douter. Ben, je serais content de vous voir, mais j'avoue que je retarde la prochaine fois que vous viendrez à l'émission. Alors, au revoir à la semaine prochaine.